Bonjour, chers clients. Bienvenue à cette révision trimestrielle de notre fonds privé Sabius. Donc, pour le trimestre, ça a été notre premier trimestre, malheureusement, de sous-performance relativement à notre indice. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi on a eu cette sous-performance par rapport à notre indice. Mais malgré tout, ça fait 6 trimestres d'affilée qu'on a une surperformance. Donc, le fonds Sabius, tout de même, est à la hausse de 12,6 depuis le début de l'année jusqu'à la fin du troisième trimestre, comparativement à 11,8 pour l'indice de référence. Et si on inclut 2023, on est à plus de 10 de valeur ajoutée comparativement à notre indice. Donc, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au cours du trimestre qui explique cette sous-performance du fonds Sabius par rapport à notre indice de référence? Certainement. Premièrement, c'est un trimestre qui était plein de rebondissements, plein d'événements. Décortiquons un peu la performance, comment la performance est ventilée déjà. On a les actions qui ont fait à peu près du surplace durant le trimestre, ont fait 0,4%. Dans la contribution de la performance du fonds, l'alternative a fait 0. Le revenu fixe nous a supporté, est allé chercher un 0,7%. Qui est rare. Oui, mais l'effet de devise nous a fait perdre 0,7%. Donc, ça a cancellé un peu la performance du revenu fixe. Ça nous amène à 0,4% de performance pour le trimestre. Donc, ce qui est en fait probablement notre pire trimestre, mais en même temps, on avait eu plusieurs trimestres de très bonnes surperformances. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu plein de choses. Mais premièrement, il y a eu un peu une rotation. Tu sais, j'avais dit au dernier trimestre que la performance des indices était très concentrée dans certains titres, mais très concentrée dans des techs, dans Nvidia par exemple, etc. Ben, déjà, on a vu un peu un renversement de ça durant le trimestre. Il y a une rotation vers des secteurs qui avaient sous-performé depuis justement ces 6 trimestres-là qu'on surperformait. Donc ça explique ça. Il y a eu aussi il y a eu plusieurs événements, mais au milieu de juillet environ, il y a eu une mini-correction, en fait, particulièrement dans les titres technologiques. Il y a eu un changement de confiance du marché qui s'est mis à avoir un peu plus peur d'une récession plus profonde. Il y a eu aussi le carry trade au Japon, qui a eu énormément de soubresauts, mais pour quelques jours, en fait. Donc, le carry trade, je te rappelle, c'est dans le fond, au Japon, depuis plusieurs décennies, les taux d'intérêt sont à presque zéro, ce qui fait que les investisseurs étrangers, particulièrement les hedge funds et même les investisseurs japonais, empruntent de l'argent à 0% au Japon et ils vont ensuite acheter des actifs plus risqués qui vont donner plus que 0%. Donc, entre autres, des actions américaines ou des bons du Trésor américain. Donc, en mi-juillet, la Banque fédérale japonaise a commencé à renverser finalement son type de politique monétaire pour la première fois depuis très longtemps. Et là, ça a créé un peu un vent de panique. Donc, sur le marché japonais, mais aussi sur les marchés mondiaux. Donc, ça l'a créé, mais ça a duré quelques jours. Donc, la stratégie d'arbitrage empruntée à faible taux, investir à plus haut rendement, devient moins intéressante. Exactement, mais ça a créé un vent de panique, si bien que la Banque du Japon a dû un peu rebrousser chemin parce que la devise japonaise est à un plus bas taux de change qu'elle a été, je penserais jamais. Ouais, 30 ans, ouais. Donc il y a eu ça. Donc on a eu une espèce de correction, disons, de mi-juillet jusqu'à mi-septembre. Donc là où est-ce qu'il y avait vraiment du pessimisme dans le marché, mais ça venait après, le Nasdaq avait fait près de 25% depuis le début de l'année. Là, durant cette période de 2 mois-là, il a peut-être corrigé de 15 à 20% dépendant des titres. Mais après, on a eu un autre changement d'attitude quand on a vu que la Fed allait descendre ses taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base. Et aussi, vers la fin du trimestre, il y a eu la Chine qui est arrivée avec des mesures absolument de surprise et des mesures agressives au niveau des politiques monétaires, mais des politiques fiscales. Et ça a donné un rebond pour les titres chinois, mais aussi dans les marchés émergents. Ouais. Super. Donc, ça fait un petit peu le tour, dans le fond, qui explique un petit peu pourquoi on a sous-performé pendant ce trimestre-là.
Donc, au niveau des changements dans le portefeuille, avec tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on a fait fait dans le portefeuille pour prendre action de ces soubresauts-là? Oui, en fait, c'est un des trimestres où est-ce qu'on a été le plus actif. Et c'est le cas d'un gestionnaire actif, compétent, je dirais. Il voit la volatilité de marché comme étant des opportunités. On a saisi ces opportunités-là. Comme on disait au dernier trimestre, il y a un risque, il y a une rotation possible en fait qui va se faire. Donc depuis un certain nombre de temps, il y a un leadership d'un certain type de stock qui performe. Donc là, on a vu un début d'une rotation. Donc on a commencé à prendre des nouvelles positions. On a 9 nouveaux titres en portefeuille. On est allé chercher un peu plus de petite capitalisation, 3% de plus de petite capitalisation, 4% de plus dans le secteur industriel, 2,5% dans le secteur public. Évidemment, c'est un peu aussi pourquoi on avait un peu sous-performé durant le trimestre, c'est qu'on était underweight dans plusieurs secteurs qui ont bien performé. Les meilleurs secteurs du dernier trimestre, ça a été les services publics, l'immobilier, les services financiers. On n'avait pas tant de choses, pas tant d'exposition à ces exactement. Alors que les pires secteurs pour le trimestre, c'était l'énergie. Bon, heureusement, on n'a pas de stock de pétrole et de gaz, mais c'était la technologie, la santé, où est-ce que là, on avait une bonne concentration. Donc, on y va de manière marginale, prudente, mais très opportuniste. Donc, par exemple, vers la mi-août, on a rajouté même dans des positions technologiques parce que justement, il y avait une correction beaucoup trop intense en fait du marché selon notre opinion. Ça a donc créé des nouvelles opportunités d'achat pour le long terme. Donc, c'est ça. Super. Ensuite, au niveau des mandats privés, donc comme vous le savez, il y a environ 30% du portefeuille Sabius qui est en placement privé, donc private equity, infrastructure directe, terre arabe, ainsi de suite. Donc, dans cette catégorie-là, est-ce qu'on a eu des appels de capitaux qui ont été faits? Oui. Donc, il y a eu un premier appel de capital d'un fonds qu'on avait commis en private equity de Insight Partners. Insight Partners, ils ont plus de 25 ans d'expérience. C'est des leaders. Ils ont un track record absolument incroyable. Ils ont généré à travers leur histoire près de 25% de taux de rendement interne par année composé, net de frais. Donc, c'est vraiment une firme exceptionnelle. Ils vont investir principalement dans des compagnies de software et à tous les... C'est une de leurs forces, en fait, c'est qu'ils vont investir à tous les stades d'investissement. Donc, ils vont aller faire le premier chèque, finalement, pour des seed investing, ou ils vont aller jusque dans la compagnie mature finalement. Et ils font ça, ils ont un créneau très spécifique et ils performent extrêmement bien. Et dans nos discussions avec eux, ils sont très enthousiastes du millésime de cette année. Ils déploient finalement le fonds sur de 3 à 5 ans. Et là, ils sont extrêmement enthousiastes des opportunités qu'ils voient maintenant parce qu'il y a eu un peu une bulle spéculative dans le software, je dirais, depuis la pandémie. Et là, ça a dégonflé cette bulle-là dans le marché privé. Ouais. Et là, ils voient des super opportunités qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Donc, ça risque d'être un très bon millésime, mais on va le voir dans quelques années. Sinon, au niveau de notre fonds des AI, c'est très particulier d'avoir des nouvelles aussi rapidement dans un fonds de private equity, mais c'est un peu normal parce que le secteur du AI est tellement en vogue en ce moment. On avait des positions entre autres dans OpenAI, dans Anthropic. Durant le dernier trimestre, OpenAI a levé une nouvelle ronde de financement à 157 milliards de dollars. Puis on a acheté à 27. 27. Donc, et alors que l'entreprise était valorisée à 27 milliards en janvier 2023, Anthropic vise une nouvelle ronde de financement à 40 milliards. Il était évalué à 4,1 milliards en mai 2023. Donc, c'est très excitant. Pour l'instant, le fonds n'a pas été réévalué parce que donc c'est par étapes. Là. Il y a un lag là-dessus, mais on va s'attendre dans les prochains trimestres à une réévaluation grâce à ces nouvelles rondes de financement-là de ces deux titres-là. Et sinon, aussi des nouvelles excitantes. Ils ont fait deux nouveaux investissements dans Magic AI et dans World Lab qui est une nouvelle startup, mais avec des légendes en fait de l'industrie, entre autres Fei-Fei Li qui est plusieurs personnes l'appellent la Godmother of AI. Donc, c'est son nouveau bébé. Donc, c'est une entreprise très prometteuse. Donc, c'est très intéressant d'être vraiment là, dans les endroits les plus en vogue et chauds du marché. Ouais.
Sinon, on est en due diligence constant. On rencontre toujours des nouveaux gestionnaires pour des nouvelles opportunités. Mais durant le trimestre, on a avancé beaucoup dans notre revue diligente de 2 nouveaux mandats qu'on va probablement pouvoir annoncer au prochain trimestre. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, on est très, très actif aussi à la recherche de nouveaux gestionnaires au niveau privé. Donc, ça prend beaucoup de temps à faire, beaucoup de recherche, mais on croit que ça va ajouter une belle valeur au portefeuille sur une période, sur une plus longue période, parce que ça prend du temps à se faire déployer. Donc, ça on a parlé de ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, si on regarde dans le futur, beaucoup de nos clients se posent, l'élection américaine s'en vient, Trump, Harris, les impacts que ça pourrait avoir. Donc, comment est-ce que tu vois ça, toi? Ça serait quoi potentiellement un impact? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avantage de qu'est-ce qui va arriver? Donc, peut-être ton point de vue par rapport à ça. Oui. Premièrement, les élections américaines sont toujours bien suivis par les marchés, mais par le public en général. Mais les études nous montrent en fait qu'ils ont très peu d'impact, ils ont beaucoup moins d'impact qu'on le pense sur le marché. Pour plusieurs raisons, en fait, c'est que les marchés sont anticipatoires. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'économie, les élections américaines, c'est un point de données parmi tant d'autres. Il y a la Fed, il y a plein d'autres choses. Et donc, le marché anticipe ces choses-là. Et donc, c'est pas une bonne idée, en fait, de baser une stratégie d'investissement sur des élections américaines, et particulièrement de faire des stratégies très agressives, de un ou l'autre. Je pense qu'il y avait des gens qui ont... C'est pas notre cas, heureusement, mais en 2016, lors de la première élection de Trump, il y avait des gens qui avaient eu vraiment panique, puis ils avaient tout vendu parce qu'ils avaient peur, justement, d'un mandat de Trump. Et dès la première journée, en fait, le marché a fini up, mais on a eu un énorme bull run après l'élection de Donald Trump. Donc, c'est très contre-intuitif, mais il ne faut pas faire des mouvements radicaux, en fait, dans un portefeuille strictement basé sur une élection. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ça en considération. Clairement, il va clairement avoir des différences, en fait, si c'est un mandat ou si un gouvernement ou un autre. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que, on n'a pas de boule de cristal, on ne se positionne pas, on n'essaie pas de prévoir qui va gagner et non, parce qu'évidemment, ça change. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en ce moment, ce qui se prévoit le plus, c'est que, évidemment, Harris risque de gagner le vote populaire. Mais présentement, les sondages montrent que Trump gagnerait la présidence. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est de voir que les républicains gagneraient aussi le Sénat. Donc, ils auraient le contrôle des 2 chambres. Donc, ce qui est le plus probable, en fait. Donc, peu importe ce qui arrive, il y a des très bonnes chances que les 2 chambres soient contrôlées par les républicains, ce qui veut dire que si Trump est élu, il y a des risques que ces politiques passent plus facilement que ceux de Harris, parce que si Harris est élu, il y a des chances, en fait, que les 2 chambres soient contre elle. Donc, elle ne peut pas faire grand-chose. Oui, donc très peu de chances qu'il y ait des gros changements avec un gouvernement Harris. Puis, il faut voir aussi, il faut se rappeler d'un ancien gouvernement Trump, il y a beaucoup de mots qui sont dits, beaucoup de paroles, beaucoup de superlatifs, mais finalement, il y a beaucoup moins d'impact finalement que ce qui... Il utilise ces mots comme modèle d'échange pour négocier des choses. Exact. Mais c'est clair que ça crée de la volatilité, mais encore une fois, la volatilité, c'est l'ami d'un gestionnaire de portefeuille actif, puisque ça crée des opportunités. Nous, on a une approche d'edger nos bêtes, on n'est pas toujours dans un très concentré, on est assez concentré, mais on ne va pas tout mettre nos œufs dans un même panier, mais on a surtout une vision à long terme. On va chercher à investir dans des titres, par exemple, qui ont des tendances séculaires de croissance à long terme. D'ailleurs, je vous invite, on a rajouté une nouvelle section dans le rapport trimestriel de Sabius, à la page 7, je crois, où est-ce qu'on parle de nos méga tendances dans lesquelles on investit. Ça, c'est des tendances, disons, de 10 ans. Puis
ces choses-là, ça influence finalement nos investissements, tout ce qui est intelligence artificielle, mais automatisation, c'est une méga tendance, ce qui est le changement vers les énergies propres, vers l'électrification, santé, les changements démographiques, la santé, tu as raison, et toute l'évolution aussi qui va se passer avec la biotechnologie. Donc, c'est plus là-dessus en fait qu'on se base. Évidemment, on regarde le court terme, mais c'est important de garder le cap puis de focusser sur les opportunités. Exact. Donc sur ça, on a fait le tour de notre révision trimestrielle du 3e trimestre de Sabius. Donc merci de votre attention, puis à la prochaine.